à vous tous d'être venus ce soir. On a fait le parti pris, on a pris le parti pris pour cette conférence, de mener la conférence en fait sur un choix d'images qu'on a fait, qu'on a pris, sans forcément vous parler de chaque travaux précis, mais plutôt vous laisser dans une lecture libre de ce qu'on peut faire, de ce qu'on a fait depuis 2006, en mêlant justement autoproduction et commande, qui sont les deux temps en fait au sein de notre studio, qui sont justement très très importants. Alors, ce qui a déterminé qu'il y ait deux temps au sein du studio, c'est nos cursus déjà. Nous avons fait toutes les deux nos études aux Beaux-Arts de Valence. Carole en design graphique, précédemment des études en typographie et en publicité. Et moi, j'ai fait un cursus plastique essentiellement. Donc j'ai connu le design graphique en rencontrant Carole et en partageant avec d'autres étudiants qui étaient dans sa section. Du coup, on vient vraiment sur cette rencontre, effectivement, aux Beaux-Arts, qui, pour nous, a été essentielle, justement, sur toute cette notion artistique quand on sort d'une école comme celle-ci. On n'est pas forcément lancé dans quelque chose directement de l'ordre du commercial. Et du coup, notre approche, quand on est sorti de cette école étudiante, à cette époque-là, on n'avait pas forcément les outils, en tout cas, pour se lancer directement, les connaissances. On ne savait pas trop, on avait beaucoup plus une vision artistique des choses, globales. Et du coup, en fait, on a commencé vraiment sur cette autoproduction, en créant, en faisant une sorte de cellule d'autoproduction par rapport à ça. Et petit à petit, en fait, on a eu, du coup, on a laissé nos futurs clients, on va dire, venir à nous. On n'a absolument pas eu du tout une approche de démarchage, parce qu'à l'époque, on ne savait pas forcément se vendre, donc on a préféré faire beaucoup, et attendre justement de voir comment les choses étaient réceptionnées. Et on a eu de très bons retours, et en fait, on a pris un fonctionnement comme ça au sein du studio, c'est-à-dire à faire venir plutôt la personne, le commanditaire à nous, plutôt que d'aller se présenter forcément. En fait, on pense que c'est une bonne chose, car la personne va automatiquement, en tout cas, va se retrouver dans notre façon de faire, dans nos travaux, pour justement lancer le rapport client et la commande. Alors, du coup, on s'est posé des questions un peu basiques sur qu'est-ce que la commande et qu'est-ce que l'autoproduction. Alors bon, après, on y répond, mais sûrement à partir de notre propre vision des choses, la manière de mener les choses. Donc bon, la commande, il y a un cadre, bien souvent avec des contraintes et des attentes émanant d'une tierce personne, c'est le client. Il faut soit répondre à des enjeux culturels, soit des objectifs commerciaux. Pour nous, la contrainte en elle-même devient une espèce de forme, même une formule, dans laquelle on doit essayer de travailler. Il y a un contrat qui est signé, donc à ce titre, ce qui est très important, c'est qu'il y ait une confiance réciproque. C'est pour ça que bien souvent, on ne dit pas qu'on travaille pour des clients, mais avec, parce que c'est une collaboration active. On a une expertise dans un domaine, mais le client aussi a la sienne. Et ça passe tout par le contact, les échanges, en fait. S'il n'y a pas de confiance, en général, ça ne passe pas à l'étape du devis signé et on ne peut pas travailler ensemble. Et que ça soit des deux côtés, d'ailleurs. En ce qui concerne l'autoproduction, c'est plutôt on va dire que ce sont des actes intermédiaires qui sont nichés entre les projets. C'est ce qu'on peut voir, enfin les affiches qui sont présentées à la Space, c'est tout à fait ça, c'est des affiches qui ont été produites à partir de maquettes préparatoires de plusieurs projets. Donc en fait, ce qui était assez intéressant justement sur l'iSpace, sur certaines affiches, par exemple, on a des contrats qui sont
qui sont des multinationales comme Nike par exemple, et d'autres contrats qui sont beaucoup plus d'ordre culturel. Ce qui nous amusait beaucoup justement, c'était de rejoindre aussi ces deux secteurs qui sont extrêmement différents, qui sont d'ailleurs très mal vus dans certains domaines quand on est designer graphique, en tout cas en France ça se passe comme ça, quand on est designer d'auteur, c'est très très difficile ensuite. Nous quand on s'est lancé, on pensait être des designers d'auteur uniquement, on pensait travailler essentiellement pour la culture. Pour la culture uniquement. Et ça ne s'est pas passé comme ça, donc on a la chance de travailler pour ces deux secteurs complètement différents, qui sont tout aussi intéressants. Et j'ai perdu le fil. Et tu vois. Je parlais de l'autoproduction comme des actes intermédiaires par rapport à l'exposition. Et en fait, donc je vais réenchaîner. On pourrait croire que dans l'autoproduction, il n'y a pas de contraintes. Mais en fait, il y a des contraintes qui peuvent être de l'ordre des matières virtuelles ou physiques qu'on manipule, ou même qui peuvent venir de nous-mêmes. La définition qu'on donnerait, ça serait plutôt, l'autoproduction serait plutôt un contexte d'exploration plus intime entre le jeu pur, qui est plus une expression de liberté, et le travail, qui est le fait de viser un but. Bien souvent, on peut y déterminer le fond et la forme. Le client, parfois un brief qui vient d'un client donne le fond des choses, et nous on doit produire une forme avec ça. Pour reprendre rapidement ce que disait Norman Potter dans Qu'est-ce qu'un designer, on va dire que la commande, c'est s'occuper des problèmes des autres en communiquant de manière indirecte, et l'autoproduction, on s'occupe de nos propres problèmes en communiquant de manière directe, cette fois. Alors ces deux états, on les aime beaucoup parce que c'est une manière d'apprendre différemment. On s'est aperçu que par la commande, on apprend des choses, mais aussi avec l'autoproduction, et ça s'auto-nourrit. Ça nous permet, je pense aussi, d'être de meilleures designeuses et d'essayer de faire avancer l'efficacité. Une efficacité, un esprit d'analyse quand on répond à des commandes, c'est ça qui est souvent difficile d'ailleurs, d'avoir cet esprit d'analyse, c'est-à-dire d'arriver à partir d'un brief à savoir précisément de quoi il est question et ce qu'on doit faire, et de ne pas trop déborder en tant que designer, la fameuse expression, éviter de trop prendre de place, trop signer les choses. Et dans l'autoproduction, on choisit d'avoir nos propres enjeux et on essaye de les interroger dans une forme adéquate, en fait. Ce qui est assez intéressant, en tout cas dans ce travail du coup, qu'on a mené personnellement sur cette production personnelle, c'est que ça nous a défini aussi, parce qu'en fait c'est très difficile d'avoir un retour très, très précis sur ce qu'on peut faire, en tout cas une vision. Quand on nous dit « Ah, toi, tu es plus dans des choses formelles » voilà, enfin, il y a des choses comme ça où se définir forcément dans quelque chose, ça peut être difficile. Et cette façon de faire, en fait, l'autoproduction, nous a amené à une réflexion que quelqu'un nous a dit, qui était très juste, parce qu'en fait, on n'avait pas forcément ce retour-là. Il nous a dit, en fait, quand vous produisez quelque chose, souvent, il y a l'ordre de la série. Donc c'est vrai que quand on fait une affiche, on ne va pas se limiter simplement à un seul visuel, mais on va le déplier. Et ça, c'est toute la nourriture, on va dire, de cette autoproduction qui nous amène à faire les choses, à les penser, on va dire, de les élargir. Et en fait, on nous a dit qu'on était des personnes qui racontaient des histoires dans notre façon de créer et de designer les choses. Et ça s'est retrouvé justement complètement entre la commande et l'autoproduction. On s'est vu, par exemple, faire une exposition d'art à Valence, vous allez certainement voir l'image avec des caissons dans l'espace. Ces caissons se sont retrouvés inconsciemment sur une commande d'une cliente. Donc en fait, il y a des choses comme ça qui se répercutent involontairement, vraiment de manière complètement inconsciente entre l'autoproduction et la commande. Et en fait, réellement, il y a des histoires qui s'imbriquent
Et je pense qu'on est de l'ordre de la... Ça nous a ouvert en tout cas quelque chose de l'ordre de la narration. Le récit, ouais. Du coup, il est question aussi de l'aspect plastique des choses. On s'inspire beaucoup de champs artistiques qui ne sont pas spécifiquement de l'ordre du design. On est beaucoup inspiré par l'art contemporain, la poésie même, et le cinéma. Et on pense aussi que c'est ça qui nous fait donner des réponses à des briefs de manière plus plastique. La forme est capitale dans ce qu'on fait, notamment la typographie, la forme des lettres, des lettrages. On est souvent appelé pour faire de la typo. Et souvent, la forme qu'on donne aux choses a une présence physique et plastique, même virtuelle, et elle a un sens, elle a une raison d'être dans un contexte précis. Je pense qu'on est très occupé de l'aspect de la lisibilité et de la visibilité des choses dans ce qu'on fait. Je pense que c'est une interrogation sur le design en lui-même. Du coup, j'en viens à parler de ça, mais tu en as parlé juste avant. Mais pour nous, de répondre à des impératifs commerciaux, ce n'était pas notre formation à la base, mais de répondre à ce genre de choses. On pense qu'il y a une manière intelligente de valoriser en fait un produit, comme il y a une manière intelligente de le vendre aussi. Et en général, quand on répond à une commande qui est plus de l'ordre de la vente ou du commercial, un aspect commercial, on évite de faire appel à des instincts primaires de consommation. On a tendance à essayer d'élargir les choses. Ce n'est pas toujours simple, ça dépend du client. Mais on essaye de donner quelque chose de plastique à quelque chose qui va être vendu, bien évidemment. Mais on pense qu'il y a un moyen de le faire sans être dans le mépris ou l'infantilisme de la consommation. Voilà, c'est une vision qu'on a. Parfois, ça marche et des fois pas. Voilà. Et, du coup, cette vision aussi des choses, de créer en interne et de faire un peu cette manière de procéder qu'on peut qualifier de personnel, puisque c'est cet ordre d'autoproduction. Quand on est sur un travail de commande avec le commanditaire, et c'est assez agréable d'ailleurs, c'est bien souvent, il y a une sorte d'ouverture aussi qui se fait de manière naturelle aussi. Et je pense que, par exemple, pour venir sur un client qu'on a eu sur le Macval, en fait, on était commandité, par exemple, pour juste un Leporello, une édition comme ça. Et on a travaillé avec des artistes sur ce sujet-là. Et en fait, cet outil, ce Leporello sur lequel on était commandité, est parti carrément sur autre chose. Et ils nous ont commandé une vitrophanie sur tout le musée. En fait, ce qui est intéressant, c'est de réussir à avoir... De partir sur une autre dimension aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire autrement. Et on a eu la chance de travailler comme ça avec quelques clients, sur justement pas se limiter peut-être sur une commande qui était à la base comme ça, mais de pouvoir l'élargir à un champ plus artistique aussi, et plus avec une possibilité un peu plus... une possibilité autre. D'ouverture de lecture, ouais, je pense. Alors, ces deux temps, c'est une manière aussi on pense, de dessiner nos conditions de travail, parce que deux temps au sein du studio, c'est deux rythmes différents. C'est une disposition, une attention qu'on peut porter aux choses dans un tempo différent. Et c'est aussi un moyen d'avoir un processus de réflexion plus élargi, on pense. Pour les commandes, on est soumise à des délais, c'est logique. Mais il ne s'agit pas de foncer tête baissée parce que les délais sont très courts, mais il faut une concentration plus accrue dans la commande, enfin en ce qui nous concerne. Être capable de faire confiance à son instinct, on va dire créatif, tout en ayant une capacité et l'esprit d'analyse, ce qui n'est pas simple du tout. Et c'est quelque chose qu'on a appris au fil des années, à gérer ça, arriver à avoir les deux et gérer le stress que ça engendre. Ouais, du coup, l'autoproduction nous a permis aussi justement de se
de se poser par rapport à ça, de gagner en fait une confiance avec son client aussi, d'être beaucoup plus sûr sur ce qu'on pouvait élargir avec la personne, et du coup, Je sais plus. en plus j'étais en train de penser à un truc. C'est vrai. C'est terrible. Ces 2 temps, c'est le moyen aussi d'interroger, on le disait il y a 2 secondes, notre pratique. On pense afin de devenir de meilleures designeuses. On pense que c'est ça. Les actes d'autoproduction ne se rapportent pas à un rapport, il n'y a pas de rapport spécifiquement financier. Cela peut avoir comme conséquence d'assouplir les choses, parfois. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que ce sont les commandes aussi qui génèrent l'autoproduction et l'autoproduction qui génère des commandes. On a fait notamment une commande vidéographique qui était de l'autoproduction et là on a été commandité par YouTube et c'est une commande. C'est assez drôle parce que ça va dans un sens comme dans l'autre. Ouais, en tout cas on a vu, parce que notre studio fonctionne beaucoup plus, en tout cas maintenant depuis quelques années, sur des commandes à l'étranger. On décolle un petit peu de la France, c'est bien. Et c'est vrai que, en tout cas, la manière dont les commandes sont traitées, par exemple en Amérique ou autre, sur la création, en tout cas, ils nous laissent énormément de liberté. C'est incroyable. C'est vraiment en fait, on est beaucoup plus dans la signature de quelque chose, vraiment sur la création en tout cas des images qu'ils voient. Voilà, ils sont très portés sur la création qu'on peut leur fournir. Et du coup, on n'est absolument pas du tout dans des contraintes. On est plutôt extrêmement libre dans le. C'est même le contraire. Il nous est arrivé d'être de nous mettre dans des contraintes nous-mêmes. Et on nous a dit non, mais faites ce que vous faites habituellement du My Name is Wendy. C'était assez déroutant pour nous parce que... En fait, c'est assez marrant parce que je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais l'autoproduction en France, en tout cas, c'est vrai qu'elle est très très mal vue. C'est parfois très mal vu, ouais. Voilà, c'est parce qu'il y a la notion d'un acte gratuit, de quelque chose qui n'est pas productif, qui n'a pas de fonctionnalité quelque part et pas d'intention réfléchie. C'est pas ce qu'on pense, mais il y a des designers qui en font, qui se nourrissent de ça, notamment de faire des typographies pour le studio et après rebondir sur des commandes. Mais je pense que c'est en train de changer. En tout cas, c'est ce qui nous a amené, nous, en tout cas avec le rapport avec nos clients, du coup, à cette liberté vraiment qui est vraiment appréciable, du coup, parce qu'on est, on est dans un rapport avec eux de confiance, de réelle confiance. Et je pense que ça a apporté, ça dans notre façon de voir au niveau commercial, en tout cas. Tu veux citer Alors là, on a quelques projets autoproduits dont on va vous parler. On a notamment créé un jeu qui s'appelle Byland, qui est un jeu qui à la fois allie le design, l'aspect esthétique, et la création d'une règle de jeu, en fait. Alors, tu parlais de l'ordre du récit, et ce jeu, il est né bizarrement. On a chiné, en fait, des pièces en bois, les fameuses pièces en bois pour les enfants, pour faire des jeux de construction, et on s'était dit, on va faire un petit pot avec. Un petit pot en volume, on fera des photos, on va essayer de voir ce qu'on va faire. Et en fait, au bout d'un moment, après, on a trouvé une mallette de carabine du 19e siècle qu'on a chiné aussi, on l'a ramenée, on s'est dit ça sera super, on mettra ça dedans, on verra ce que ça donnera. On s'est aperçu que la hauteur c'était pas comme il fallait. On s'est dit on va mettre des planches de bois, et là on s'est dit tiens, des planches de bois, et si on faisait un plateau, et ces pièces sont sur ce plateau, et en fait, c'est comme ça qu'a commencé Byland. Et du coup, dans le train, c'est assez drôle parce qu'on se disait, on a vraiment, à chaque fois, on a deux manières de fonctionner, ou alors on a des manières, on va essayer de décaler les choses pour aboutir sur
Et ce jeu, il entre justement sur la construction même du jeu qu'on a fait et la base de ce plateau. En fait, il fonctionne sur les cases et les interstices, en fait, Les intersections des cases. Donc du coup, il a deux lectures. En fait, je pense que c'est ça qu'on donne dans notre façon de voir les choses, la possibilité de donner d'autres lectures. Je pense que c'est une chose importante du coup sur laquelle on tient. Il y a un centre à Valence qui s'appelle Art 3, qui est un centre d'art contemporain. Et en fait, la directrice nous a contactés pour faire un projet pour les 30 ans du lieu. Et elle voulait un projet qui rende compte des différentes strates d'activité du lieu, à savoir édition, exposition, résidence et production. Du coup, nous lui avons proposé une série d'affiches créées à partir d'un module en fait identique. Mais il était transformé par la superposition ou la suppression de calque avec des effets de transparence. Ces transparences étaient là en fait pour marquer ces différents champ d'intervention. C'est un lieu qui fait de l'édition, des expositions, résidences, productions. Elle a beaucoup de choses comme ça qui viennent en travail en amont avec des artistes. Du coup, on est parti sur cette sorte de strates en fait, mises les unes sur les autres. On a fait la demande ensuite à la ville. C'était pas du tout. Ça a été monté en fait comme ça avec elle. On n'avait absolument pas du tout l'avis de la ville. Donc c'est assez compliqué aussi de faire avec la politique de la ville par rapport à ça. Donc on a fait la demande de panneaux d'affichage. À la base, on avait fait une demande pour avoir 8 panneaux et on en a eu 25 dans la ville. Du coup, c'était des affiches complètement uniques. Donc en fait, on faisait une exposition urbaine pour justement l'événement des 30 ans. Ouais. Donc en fait, il y avait 13 affiches, il y avait un peu plus de 13 affiches et il y avait 13 panneaux. Donc en fait, quand on se promenait dans la ville, chaque panneau avait une affiche différente. Ouais. Ça a été assez compliqué à mettre en place parce qu'il a fallu voir avec aussi, nous-mêmes. Voilà, donc il a fallu les tirer au sein de l'atelier. Ouais. Et il a fallu aussi voir avec Déco qui s'occupe de la mise en place dans les commandes, dans les panneaux. Ça a été assez compliqué, mais ça c'est fait. Sinon, dans un autre travail aussi d'autoproduction qui nous tient vraiment à cœur aussi, parce que c'est un projet qu'on continue depuis quelques années, peut-être qu'il ne s'arrêtera pas, c'est Matahari. En fait, on a voulu monter une sorte de langage graphique en utilisant des signes. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes devant votre ordinateur, vous tapez le verbe aimer ou autre chose, bref. Vous allez avoir un signe sur le verbe aimer. En fait, on a fait toute une sorte de langage comme ça. Donc, on a fait les adverbes de temps, de lieu. Bref, on a pris toute la grammaire et on en a fait des signes pour pouvoir en fait faire une sorte de codage graphique. Donc, on s'est bien sûr heurté sur des problèmes, par exemple sur les noms communs où on ne peut pas, on est obligé d'avoir des lettres et de donner, on va dire, une signification graphique, donc de coder le mot. Donc ça nous embêtait un petit peu. Mais du coup, voilà, on a cette production sur un langage qu'on aimerait créer. Enfin, qu'on est en train de créer, bien sûr, c'est complètement utopique. Hein, mais bon, c'était basé sur les recherches de Ferdinand de Saussure et de Frutiger sur les formes. Et c'est quelque chose qu'on mène en parallèle des commandes. Et, on aimerait bien essayer de voir à le coder dans une expo, qu'on puisse le taper, que ça tire des feuilles avec les signes. En fait, ça serait un peu comme des messages cryptés. C'est-à-dire on est chacun derrière son ordinateur et en fait on envoie des signes graphiques et on a le code du coup à quoi correspond tel mot. Enfin, du coup on arriverait à parler le Matahari. Un autre projet, alors ça c'était juste la série de 4 affiches qui s'appelait les affiches de Mallarmé. Là c'est une autre manière
d'appréhender les choses, en fait, on les a faites à partir de la lecture des écrits de Mallarmé sur son livre utopique, avec son lien avec le théâtre. Donc c'était notes en vue du livre, divagation, égiture et transcription du faune. Et à partir de ces lectures, on a voulu créer 4 affiches et on a découpé dans les faits, on a découpé un bottin en 2 et on a pris la tranche et on l'a scanné. Mais on a scanné, je ne sais plus combien de fois. C'est parti comme ça. On avait cette idée de Mallarmé, une espèce de sculpture du livre et de la lecture, en fait. Et voilà, ça a donné 4 affiches par rapport à ça. Voilà. C'est pour dire qu'il y a certaines, en fait, dans l'autoproduction, je pense qu'on ne s'interdit rien, en fait. Parfois, ça peut être un objet, il en est un objet qui d'ailleurs, on cherche un éditeur pour le produire. Le projet des 30 ans du lieu d'art 3, c'était plus, pas faire une identité, mais plus créer des événements en commun avec la directrice. Faire avancer quelque chose et créer un événement propre à son anniversaire du lieu. Matahari a un langage qui voilà, utopiquement, qu'on peut continuer ou qui s'arrêtera peut-être. Voilà, un des signes. Et Mallarmé, plus une série d'affiches, c'est arrivé comme ça, quoi. C'était juste suite à la lecture de ses écrits. Et je pense que c'est parce que, en fait, ça nous a tout de suite fait penser à ce problème de visibilité et de lisibilité dans le design graphique. Et l'affiche, pour nous, est quand même doit être pensée comme un champ d'intervention et d'action. Parce que bien souvent, pour une identité graphique, et je pense que les designers, c'est ça, l'affiche est très importante. C'est le support d'élection qui va lancer une identité. En fait, je pense qu'on devient... En fait, c'est marrant, c'est assez drôle parce qu'en faisant de l'autoproduction, je pense qu'on est... assez exigeante finalement. Ça paraît bizarre parce qu'on pourrait se dire c'est de l'autoproduction, j'y vais. Non, absolument pas. On est très exigeante sur ce qu'on fait et je pense qu'on est très exigeante avec nos clients justement aussi par rapport à ça. Et exigeante, oui, par rapport à même nos réponses. C'est important pour nous parce que on produit des images qui vont être dans le domaine public et on pense qu'il faut produire des images qui sont le plus possible intelligentes et qui respectent l'intelligence des gens qui vont les voir, surtout aussi. C'est très important pour nous. L'autoproduction, ça peut passer aussi par des expositions. On en a parlé tout à l'heure. On a fait une exposition à Valence qui s'appelait Duplex, qui était une exposition avec une artiste peintre. Alors là, on s'est vraiment fait plaisir. On a à la fois fait du dessin, on a fait des sculptures avec des dispositifs sonores et on incarnait des... On a un peu dévié aussi du rôle du designer graphique et on est parti un peu plus sur le domaine artistique de la lecture, de l'écriture aussi. De la lecture aussi des images, parce que l'artiste qui était avec nous est peintre et dessinatrice. Et on s'est interrogé aussi sur les images qu'on produit qui parfois peuvent avoir un aspect virtuel et qui n'est pas physique, parce que bien souvent, c'est vrai que quand on est contacté par des clients à l'étranger, c'est parfois assez frustrant. On nous demande des images, et elles partent, voilà. Mais on ne les voit pas imprimées, jamais, bien souvent. Donc cet aspect aussi de l'image qui est présente, elle est là, elle a été produite, mais en même temps, elle n'est pas imprimée. On décolle vraiment depuis pas mal d'années de tout ce qui est imprimé, tout ce qui est physique. Et je pense que Duplex, c'était pour ça qu'on a voulu le faire avec cet artiste. On voulait quelque chose de plus tangible. Et, donc des sculptures dans l'espace, la voix, il y avait des voix qu'on incarnait avec de la poésie. Et ça mêlait à la fois la dimension de son travail de peintre. Et nous, notre dimension, on avait des peintures qui étaient digitales, nous. C'était pas de la peinture comme elle fait de la peinture. C'était une interrogation là-dessus, en fait. Et 180 mètres carrés, rien que pour nous. Oui, ça c'était sympa, c'est vrai, le lieu était très, très joli. Dans nos projets commandités, on a fait le choix aussi de parler de Tech 5. Encore une fois, on a travaillé pour le Centre d'art contemporain Art 3. Donc là, en fait, elle avait une artiste en résidence
Laura Lanelli, qui travaillait sur un morceau de jazz, Take Five de Paul Desmond. Et en fait, Take Five, ce morceau de musique, elle l'interprétait, chaque instrument de la batterie. La batterie. Était vocalisé, on va dire, quelque part, par des voix humaines. C'est-à-dire, vous n'avez plus la caisse claire, à la place du son de la caisse claire, il y avait une voix qui disait caisse claire. Donc en fait, c'était des poèmes comme ça qui étaient racontés, des poèmes contemporains. Donc c'était assez... La musique devenait une sorte de performance poétique et une pièce musicale un peu conceptuelle. Donc en fait, elles ont voulu donner une dimension à ça, parce qu'elles étaient dans un espace aussi... et en fait, elles ont eu l'idée, du coup, toutes les deux, vu qu'il n'y avait que du son dans cette pièce, d'essayer de donner une image par rapport à ça. Une dimension visuelle, ouais. Et en fait, on est parti du coup des écrans de capture de Laura sur les sons qu'elle mettait. Donc en fait, c'était vraiment, ça faisait très guerre froide, hein, c'était vraiment des couleurs, enfin oui, c'était un logiciel assez... Voilà, c'était très basique, mais ça nous parlait avec des couleurs très brutes, comme ça, très années 80, quoi. Et du coup, c'était tout crypté au niveau du son. Et en fait, nous, on a réinterprété vraiment sur chaque vocaliste un signe graphique vraiment basé sur sa partition. Donc en fait, on est parti sur sur 4... Non, il y en avait 28, je crois. 28 affiches qui étaient des partitions. Ouais. 28 partitions. Et ensuite, on a mis en exergue les instruments. Aussi. Il y avait cette affiche qui représentait par contre les 7 instruments de la batterie. Et du coup, c'était installé comme une espèce de tapisserie et il y avait la pièce de Laura qui était diffusée en même temps, en parallèle. Alors là, cet exemple, c'est vraiment... Là, c'était une commande, mais en fait, c'est devenu finalement... On l'a pris en exemple parce que c'est devenu presque... projet pas d'autoproduction, mais là, c'est vrai qu'avec Laura, c'était vraiment une collaboration. Et ça nous est arrivé aussi, du coup, avec le MACVAL, avec le collectif 1.0.3. Pareil, une collaboration. Donc là, c'est vrai que c'est super agréable parce qu'en fait, c'est une discussion qui se met en place et en fait, tout le monde apporte des choses. Et c'est vrai que Laura, avec son logiciel, on a vu ses écrans et on a dit, on va essayer de faire quelque chose avec ça, ça nous parle. Et c'était très intéressant. En plus, c'est intéressant de voir son travail et de voir comment elle orchestrait ça, en fait. Et tu voulais dire autre chose ? Non. Et en fait, tout ça pour dire que, tout début du studio, on n'avait plus cette sensation qu'on était contacté peut-être plus pour une expertise technique, à savoir, on savait monter une affiche, on savait faire un catalogue, des choses comme ça. Ça fait des années maintenant, on a la sensation, on en a parlé tout à l'heure, d'être plutôt contacté pour une signature. En fait, les clients qui viennent à nous aiment beaucoup les jeux typographiques qu'on fait, les typos qu'on crée, ou l'aspect formel construit des images qu'on produit. Et parfois, leurs références ne sont même pas un autre client, c'est « Ah, mais là, ce que vous avez fait, là, pour telle vidéo, on voudrait ça, quoi, ou à peu près ça, quoi. » Et c'est quelque chose qui est plutôt agréable, forcément, parce qu'on a moins de contraintes. Quand on vient vers vous parce qu'il y a une signature, on veut ce que vous faites habituellement, on va dire que ça assouplit les choses. C'est gratifiant d'être plus libre, mais à la fois aussi, ça nécessite qu'on soit beaucoup plus vigilante, parce que notre plus grande crainte, bien évidemment, c'est d'avoir cette signature, et c'est vrai que c'est agréable d'entendre, on veut du My Name is Wendy, mais ça nous fait peur en fait aussi. Parce qu'il y a de la facilité. Parce que d'un moment sur certaines ça peut conduire à une paresse expressive ou de la facilité, et je crois du coup que l'autoproduction en parallèle nous permet aussi de continuer à essayer de chercher d'autres choses, de penser les choses autrement, surtout. De les réfléchir peut-être aussi. Et oui, de prendre du recul sur les choses, et du coup ça crée une sorte d'ouverture, et même plus une disposition à l'ouverture, ce qui nous permet de voir les possibilités qu'on peut avoir, de réfléchir autrement, en fait. Tu penses à quelque chose ? Ouais, je pense tout simplement au début, en fait,
Quand on a commencé, et je pense que c'est dû à ça aussi, mais voilà, on n'était absolument pas dans cette démarche d'aller vers l'autre, et du coup c'est vrai que c'est ce qu'on a gagné vraiment dans ce travail. Quand on fait des workshops par exemple avec des étudiants, quand ils viennent, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller là? Et en fait c'est vrai que on a cette réponse peut-être un peu rapide des choses, mais c'est vrai que de faire et de créer, d'acter les choses. Mais je sais pourquoi tu dis ça, oui, parce qu'on a déjà rencontré des étudiants des Beaux-Arts qui nous disaient qu'ils n'osaient pas faire des choses parce que c'est vrai que les études qu'on a suivies étaient très théoriques. Et parfois, c'est très bien la théorie, c'est superbe, ça remplit la tête, c'est intéressant, il n'y a rien à dire. Mais il faut aussi être capable de produire ou de manipuler des choses, que ce soit physique ou non, sur on a eu des l'écran. étudiants très bloqués sur... Et parfois, la théorie seulement, de toute manière, ça peut bloquer sur le fait d'engager quelque chose ou de commencer à produire une image ou chercher un début de lettrage. Et du coup, les deux sont importants. Je pense que c'est ça, en fait, cette idée d'autoproduction, c'est des actes intermédiaires, c'est ce qu'on disait au début. Et c'est super vital pour nous. En tout cas, ça fonctionne comme ça pour nous. Il y a d'autres studios qui doivent fonctionner pareil, je pense. Il va y en avoir d'autres, c'est sûr. Et en fait, c'est pas travailler de manière gratuite, justement. En fait, l'autoproduction, c'est pas ça. C'est vraiment deux démarches différentes qui se nourrissent, en fait, mutuellement. Alors, on a 3 petites citations pour finir. Elles ne sont pas très longues. Faut-il travailler à aimer ou aimer travailler? Isabelle Huppert lors d'un tournage avec Godard. Le geste créateur mêle toujours en lui une grande timidité et un maximum d'assurance, une aveuglante évidence et une obscure incertitude. Paul Rudy, c'est un philosophe, créé Introduction à l'esthétique et à l'éthique. Et un dernier, Mallarmé, encore une fois, un mouvement, à propos de l'acte de création, un mouvement personnel rendu à l'infini. Sympa. Voilà. Merci. Des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, plein. Non, il n'y en a pas. Oui. Une question? Une question premièrement. Ah non. Pour commencer, une question toute simple. Pourquoi avoir choisi My Name is Wendy comme nom de Pourquoi studio? Wendy? Oui, voilà, pourquoi On allait le Wendy? dire. Alors Wendy, c'est la première typographie qu'on a créée au sein du studio pour une exposition en art contemporain au musée de Valence. Et alors voilà, c'est la première typo. Et pourquoi elle s'appelle Wendy? Ça fait référence à un film de Thomas Vinterberg et Lars von Trier qui s'appelle Dear Wendy. Il n'est pas très connu en fait. C'est un western moderne en fait. Moderne, voilà. Et Wendy, c'est une petite... c'est une arme à feu en fait. C'est pas qu'on aime les armes à feu, mais il faut voir le film pour comprendre en fait. Et du coup, la première phrase pour tester la typo, c'était juste shot. Voilà. Et on a un pendant aussi, du coup, avec My Name is Jack, forcément, puisqu'il y a Wendy, donc il y a Jack. Alors ça, c'est une référence forcément à Shining. Et ça sera notre futur shop en ligne d'affiches. Principalement d'affiches et peut-être des objets justement personnels qu'on fait à l'atelier, qu'on va peut-être vendre par la suite en objet unique. Donc du coup, on aime bien ce paradoxe-là aussi avec ce Jack qui vient dans l'atelier. J'ai d'autres questions. Studio de filles. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre style qui est assez reconnaissable avec ses couleurs très saturées sur des fonds sombres, enfin, d'où ça vient ou ouais, pourquoi en fait? Est-ce que vous n'avez pas beaucoup parlé de ça? Je crois qu'on adore la mode aussi. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est souvent saturé. Alors au tout début, voilà, ça y est, maintenant je me souviens, au tout début c'était Dark. très noir et blanc. Très noir et blanc.
Et à un moment, il y a quelqu'un qui nous a même dit, on dirait du MM Paris. Alors, à l'époque, c'était flatteur, hein, forcément, mais après, on s'est dit, ouais, mais nous, c'est quoi ça? Et petit à petit, en fait, on nous posait la question pourquoi il n'y avait pas de couleur, et petit à petit, on s'est dit, oui, mais non, mais on a apprivoisé la couleur, et bizarrement, maintenant, c'est des couleurs très saturées, C'est pas, c'est peut-être un de peu, notre âge. un peu bourrines. Les années 80. Oui, les années 80. Un petit peu. Ouais. Et du coup, ma dernière question, c'est quand vous dites que des clients viennent pour vous, pour votre style, pour dire on veut du My name is Wendy, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu frustrant parce que quand les clients, enfin j'imagine que quand ils viennent avec leurs contraintes, leurs nouvelles contraintes, ça peut faire émerger de nouvelles idées, alors que là, vous reprenez une sorte de système que vous avez mis en place, ou pas du tout? Non, pas du tout. On évite, on évite. du Après, tout, forcément, nous on pensait qu'on n'avait pas de style, mais Ouais. des gens qui voient une image et disent c'est vous, et ça nous a un peu déroutés, mais bon. Du Non, en coup, fait, justement, ce qui est assez agréable, en tout cas, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, attention aussi au fait de, du coup, à un moment tu signes avec le nom de ton studio, et du coup, ça peut, voilà, il faut faire attention aussi à ce problème de signature et de pouvoir s'effacer créativement en utilisant la carte. C'est moi qui l'ai fait, c'est mon studio, c'est génial. Oui, et puis c'est pas seulement ça, comme tu disais, c'est-à-dire finalement, le risque, c'est de recompiler quelque chose qu'on a déjà fait. Ouais. Voilà. On nous a déjà demandé, et on ne l'a pas fait. C'est-à-dire, exactement, il y avait une image, et je veux ça exactement, et on ne l'a pas fait, en fait. On ne l'a pas fait parce que ça nous paraissait... Ouais, il n'y avait pas le même contexte, ça n'avait rien à voir, c'était... Après, c'est ce que je disais, on est peut-être même un peu intransigeante aussi, en fait, avec des clients qui viennent et ont une idée bien en tête, et en fait, non, justement, ça va peut-être pas se passer comme ça. Mais en général, c'est pas comme ça quand même. Les personnes sont assez ouvertes, mais on a des contraintes quand même. Hein. La première fois qu'on a travaillé pour Nike, on était assez déroutés parce qu'on ne connaissait pas l'univers de la marque. On connaissait comme tout le monde, on voit les chaussures, on voit tout ça. Mais il faut vraiment avoir travaillé pour eux pour comprendre comment ils ont une manière de fonctionner qui est très particulière, forcément. Et c'est une machine qui marche bien. En plus, c'est assez déroutant parce que quand on travaille pour des multinationales comme ça, nous, ça nous est tombé dessus, véritablement. Donc, et en fait, on s'est retrouvés dans une position où on se disait, mais mince, là, on n'a pas d'agent artistique derrière nous. Et en fait, ils viennent eux-mêmes directement nous solliciter, nous. Enfin, petit studio quand même, quoi. Enfin, voilà, on n'a une pas... grosse agence, en fait. Donc, du coup, c'était assez troublant. Parce que du coup, on a eu des personnes comme... Enfin, on a travaillé pour Adobe, plusieurs fois pour Nike, encore il n'y a pas très longtemps. Là maintenant YouTube, parce qu'on commence justement la vidéo, et là aussi, on prend une autre direction. Mais c'est pareil avec nos moyens à nous, les moyens qu'on a appris au sein du studio. Donc, et en fait, d'un coup, tu as une commande comme ça qui arrive en disant, ouais, c'est... Il faut faire 15 minutes d'animation, ce qu'on n'avait jamais fait d'ailleurs. Mais bon, ça se fait. Donc c'est vraiment, en fait, il y a une sorte d'appel qui vient, mais de manière... du coup, c'est devenu très naturel, en fait. Alors, ça a été dur, parce que le fait de ne pas démarcher aussi, c'est un choix. Il faut préciser que maintenant, on démarche quand même. Ouais. On démarche. On a découvert les réseaux sociaux depuis Oui, quelques années. C'est vrai. Mais voilà, on démarche, n'était pas dans cette... on n'avait pas forcément acquis cette chose-là en sortant d'école d'art, parce qu'on était dans notre petite bulle aussi, et voilà. Et ça, en école d'art, au Beaux-Arts, on n'apprend pas comment se vendre, comment faire un appel d'offres. Il y a beaucoup d'étudiants qui sortent et viennent à nous et nous disent, mais comment on fait un appel d'offres, comment on fait... qui sont complètement déroutés face à ça. Alors, les écoles d'art sont d'excellentes écoles pour toutes ces choses aussi. Mais du coup, voilà, comme dans toute école, il y a des points négatifs, des points positifs, certainement. Donc nous, on a progressé comme ça, petit à petit, en travaillant,
Et en fait, maintenant, ça nous échappe un peu et on se dit, waouh, comme je te disais, ben, on n'a pas d'agent artistique, on est toute seule, on est 2 nanas aussi. Ce qui est aussi autre chose, une autre vision aussi, avec ces problématiques, parce qu'il y en a forcément. Qu'on a vécu. Ouais. Et avantage aujourd'hui d'ailleurs, même, je dis problématique, mais avantage aujourd'hui parce que les choses bougent pour les femmes notamment. Donc il y a ça aussi, il y a une émergence aussi par rapport à ça et on le voit petit à petit du coup. Et donc du coup, voilà, il y a tout ça. Je pense que, voilà, je pense que ça nous a... Ouais, tout ça pour nous dire a que aidés. voilà, il y a un minimum de contraintes, mais je pense que c'est l'autoproduction qui a fait qu'on peut maintenant en fait avoir peut-être légèrement plus de liberté que d'autres personnes. Mais on ne doit pas être toute seule à le vivre, je pense. Il y a d'autres studios qui Ouais, puis ont une expression. ça nous a donné une assise aussi, ça nous permet aussi d'être, comme je te disais, finalement c'est assez drôle, mais d'être assez, je ne vais pas dire cadré, mais d'assez précise en fait sur ce qu'on va faire, bizarrement, alors que l'autoproduction, on l'associe vraiment à quelque chose d'extrêmement libre, ce qui est le cas, mais cette liberté te donne cette force-là aussi, d'avoir cette précision-là de ce que tu vas donner à ton travail et quel sens il aura aussi. Puis l'occasion, je pense, de tester aussi des choses. Je voyais passer la forme là, mais de tester des choses avec des matières de manière un petit peu ludique. Et à un moment, effectivement, quand il y a une commande qui vient, parfois il y a des choses qui sont utilisées, décalées et utilisées en fonction de la contrainte. Mais l'autoproduction, c'est la possibilité, effectivement, quand on parlait d'ouverture, de tester des choses, vraiment. Il nous arrive même de les tester physiquement, avec du scan, avec des objets. Là, actuellement, on aimerait bien partir dans des choses en 3D, mais pas de la 3D, comment dire, pas reproduire une voiture en 3D. Faire des formes en 3D avec des plaquages, avec des choses différentes. Essayer de mêler avec de la typo, à voir, on ne sait pas. Pareil, ça nous amuse beaucoup d'ailleurs de voir les réactions, même sur les réseaux, on en parlait tout à l'heure. Par exemple, tu es designer graphique, si d'un seul coup tu mets de l'illustration, c'est très mal vu. Et en fait, on ne va plus te suivre. Et si tu mets de la photo, c'est encore plus mal vu, tu vois. Et en fait, du coup, on aime aussi beaucoup jouer là-dessus. C'est-à-dire, en fait, à un moment, oui, tu vas montrer une affiche graphique, voilà, quelque chose, ton travail ou ta commande ou tout ça. Et en fait, on aime bien, justement, ensuite, essayer de partir sur d'autres champs qui sont peut-être pas forcément du design graphique pur, en fait. Mais ça sera mêlé à autre chose. Ça nous intéresse beaucoup un peu de dérouter aussi tout ça. Merci. C'était plus large que ta question, hein. C'est parti. Ouais. Alors, on n'y croyait absolument pas du tout aux réseaux sociaux. Même pour tout te dire, c'est un étudiant qui, lors d'un stage, voilà, est venu il y a quelques années. Qui nous a dit, Il mais nous a dit, mais vous n'utilisez pas Facebook, voilà, Twitter, Facebook, Behance, Behance aussi, ouais. Link, je vais Oui, mal le dire, LinkedIn, ouais. LinkedIn. Et du coup, nous on pensait que Facebook vraiment c'était juste personnel, quoi, un réseau social personnel où on partage les choses qu'on fait de la vie de tous les jours. Mais en fait, les studios en ont tout ça. Et en fait, il y a vraiment sur Internet, où c'est plus, par exemple, un portfolio que tu vas montrer en ligne. Je parle de Behance, par exemple, ou des choses comme ça, où tous les créateurs vont sur cette plateforme et partagent. Donc nous, ça a été découverte. Et en fait, ça t'apporte énormément de choses. Parce que justement, nous, en fait, on a une vision aussi à la française, pour tout dire. En fait, là-bas, nous, en France, c'est « Ah, je connais... c'est un peu vache de dire ça, mais il y a beaucoup de... Je connais cette personne aussi. Je connais ce studio. Tu veux dire que ça fonctionne de bouche à oreille. Voilà. Parce que le travail s'est super bien passé avec la personne. Donc du coup, voilà, il y a un échange comme ça qui se fait, qui est bien, qui peut être, voilà.
Mais en fait, à l'étranger, ils ont une vision des choses où en fait, ils ouvrent Internet, ils sont face à leur écran, tu as une multitude de créateurs, donc en fait, pour eux, il n'y a pas de nom derrière, ça c'est très important, donc ça reste limite anonyme, et en fait, ça défile sur des images. Et là, si tu veux, en fait, c'est ce qu'on disait un peu dans l'appel, c'est même plus d'un client à un designer, en fait, c'est vraiment une relation de partage et de confiance entre deux individus, finalement, où là, tu vas dire, waouh, mais à chaque fois que je vois ces images et tout, vraiment, ça me fait... sa production me parle. Et en fait, là-bas, en tout cas, dans ces pays, voilà, c'est leur mode de fonctionnement. Ils sont très ouverts sur tous les autres pays. Alors qu'en France, on est très centré sur nous-mêmes. Par exemple, nous, combien de fois on nous a dit, mais vous n'êtes pas à Paris, mais allez à Paris. Enfin, tu vois, enfin... Et en fait, je pense que c'est vraiment une vision Les réseaux sur sociaux laquelle il faut se détacher. permettent de montrer son travail de manière plus large, en fait, et d'échanger avec des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées aussi. Ça, c'est vraiment génial. Et Maintenant, en fait, on est on est complètement autonome à ce niveau-là, c'est-à-dire on travaille pas pour notre ville, on travaille pas pour Valence. Enfin, on a travaillé pour Valence, mais si, un petit au peu début, quand même. oui, on travaille un tout petit peu, Aussi, c'est vrai. Mais c'est pas, c'est pas centré sur l'endroit dans lequel tu vis, en fait. Ça t'apporte ça, et c'est énorme. Je suis fatiguée. Oui, c'est ce que je vois. Je voulais juste savoir, quand par exemple il y a Nike qui vous appelle, et vous sortez, vous disiez qu'au début vous sortez de votre école de beaux-arts, et vous pensiez travailler pour la culture. Là il y a la multinationale qui vous appelle. Ça a été dur. Qu'est-ce que c'est pour vous, genre, point de vue éthique? Ça a été super dur. Alors, Eugénie avait son écran sur... Alors moi, j'ai filé sur mon ordi, je suis allée taper là, les baskets où elles sont produites, voilà, tout de suite. Je regardais Carole, j'ai dit on va Donc pas... moi j'étais on va derrière bosser elle et pour je la Nike, regardais, j'ai dit quand oh même. mon Dieu, c'est vraiment C'est mal pas- barré. C'est pas possible. Et en fait, c'est une amie à toi qui avait dit, mais dans ces cas-là, arrêtez de travailler Non, sur... elle a dit tu travailles sur quoi? Tu bosses sur quoi? Je dis Apple. Voilà. Elle fait Mais arrête les bosses pas Macs, là-dessus. c'est monté ailleurs aussi. Et en fait, on a commencé à travailler avec eux et on s'est aperçu que les équipes, en tout cas de design, sont très intéressantes, sont très ouvertes. Ça se passe super bien. Et c'est ce qu'on disait par rapport à la culture. Ah oui, aussi. par rapport à la culture. On en parlait avec Benjamin qui nous a ramené Ouais. justement à FIG. Et on disait justement par rapport au secteur culturel dans lequel on était à la base. Vraiment, donc on a rencontré des institutions sur Paris, on s'est déplacé gracieusement pour rencontrer tes futurs potentiels clients sur lesquels vraiment ils te disent c'est du sûr, on va travailler avec vous, il n'y a pas de problème. Donc en fait, tu viens, tu te déplaces, tu vois avec eux pour le brief. Et là, on ne citera pas quelle est l'institution parisienne qui nous a qui nous a traités de cette manière, mais ça a été, vous allez venir, mais vous allez travailler bénévolement pour notre institution parce qu'on est très vus dans tout Paris. Et en fait, le deal, c'était On n'a pas pu. nos affiches. C'était pas nos affiches, c'était leurs affiches à eux, mais on allait faire les visuels. Nos affiches allaient être dans le métro parisien et c'était trop bien pour nous. Donc en fait, on a eu Du beaucoup de répercussions comme ça, des choses qui se sont succédées sur le milieu culturel dans lequel on a un peu vu autour de nous sur Paris. Donc maintenant, on n'y va plus, ça y est, on a arrêté d'être naïve. Et bizarrement, des gens comme Nike viennent avec un brief et sont... Ils sont très carrés en fait, ils respectent le travail. Après, c'est la méthode américaine, donc ils ont un respect pour le travail qui est très... avec ce que ça comporte, bien évidemment, mais nous, c'est vrai que c'était très... Ils te c'était brident pas sur déroutant la pour création. nous, en fait, très déroutant. Ouais. Non, ils ne te brident pas parce que je pense qu'ils ont une puissance économique telle que, de toute manière, ils sont ouverts à beaucoup de choses. Ça, c'est parce que... Ils ne te brident pas sur ce que tu peux leur proposer, alors que sur certains théâtres, par exemple,
il faut que ça rentre dans les normes parce que tu vois, si tu mets pas une photo de tel acteur sur la promotion du prochain événement de théâtre, les gens vont pas se repérer. Alors si tu proposes des formes graphiques, ça va pas passer. Enfin, tu vois. Alors que là, tu es vraiment dans un autre monde. En tout cas, enfin, nous, on l'a vécu comme ça. Vraiment, c'est Enfin, tout ça pour dire aussi que dans le milieu culturel actuellement, mais on le sait, il commence à y avoir des espèces de, comment dire, des rictus de mauvais commerce. On sait très bien que maintenant, il y a des institutions, c'est des entreprises. On le sait maintenant. Et c'est bizarre de voir que Nike, qui est une entreprise, est plus ouverte sur la créa que certains théâtres à Paris. Voilà, c'était... Et de travailler pour ces... Et un respect aussi, un respect de... C'est assez étrange aussi. Il y a aussi cette notion-là de rapport humain, comment on te traite. Nous, on a été face à des personnes d'Universal Music pour un musicien qui nous avait sélectionné, enfin, qui nous avait choisi, avec lequel en plus ça s'est super bien passé. On aimait sa musique, il aimait notre graphisme. Et vraiment, on était parti dans quelque chose avec son manager. C'était, voilà, tout était bon au niveau du tarif, au niveau de machin, enfin tout ce qui englobe tout ça. Et rencontre avec Universal Music, on est face à quelqu'un où vraiment, là, c'est de la maltraitance d'individu à individu au niveau du rapport. Alors que des personnes, justement, où on se fait, on connaît tous aussi l'image de Nike et ce qui véhicule aussi derrière tout ça. Mais quand tu travailles avec ces secteurs-là, et ils sont là, c'est limite, ils ne te remercient pas et qu'ils te disent mais c'est un vrai respect, c'est un vrai bonheur pour nous de travailler avec vous. Tu le sens, c'est un truc comme ça qui est étonnant. Nous, en plus, ça nous permet, on l'a fait une fois, mais ça nous permet aussi de pouvoir travailler aussi pour des causes. Voilà, ça nous est arrivé de faire, c'était un événement à Paris, Beats Across Border. Ils nous ont contactés et bien évidemment l'identité on l'a fait gratuitement et c'était pour la cause des migrants. C'est quelque chose qui nous touche, c'est quelque chose c'est pas possible ce qui se passe. Donc on s'est dit mais bien sûr qu'on va vous faire la com. Art3 c'est pareil, bien évidemment. Art3, on n'a pas été payé sur certains projets, donc du coup en fait on peut travailler en étant bien traité sur des projets qui vont être un peu mieux financés. Oui, c'est une et balance de répercuter économique. sur des personnes aussi qui sont là et qui ont besoin et il y a des réelles demandes derrière et tu peux pas répondre parce que tu n'as pas les moyens après pour... en fait, quand on est designer, il ne faut pas perdre de vue que c'est une entreprise aussi. Nous, par exemple, on n'est pas enseignante. Les 3/4 des designers sont enseignants. On sait pourquoi, parce que c'est pas facile de vivre de son design, surtout quand c'est que des commandes d'auteurs. C'est pas simple. C'est très mal payé des fois et ça donne des beaux projets, mais c'est très mal payé. Et nous, on a fait le choix de ne pas être enseignante, mais du coup, il faut aussi que cette entreprise fonctionne, mais ça nous permet aussi d'avoir un équilibre et de s'engager dans d'autres choses. Mais on a refusé des choses, par contre, des choses qui pour nous étaient... qui étaient énormes. Notamment un yaourt, je ne sais plus quoi... qui devait être axé sur les femmes, on a trouvé ça. On a dit non, mais c'est pas pour nous. Il y avait une espèce de truc féministe sur le yaourt. On a trouvé ça complètement. Oui. Ouais, voilà. On a eu aussi des personnes comme je te disais, sur le relationnel, qui en plus c'était des contrats vraiment où on se disait waouh, c'est génial d'avoir ça, quoi. Et en fait, il s'est trouvé vraiment sur. Vraiment, en fait, on s'est senti très maltraité dans le sens, voilà, t'es qu'un petit designer et puis tu vas faire ça et ça, tu vas poser de la typo, puis ça ira bien. En fait, vraiment, on sentait que la personne, c'est quelqu'un qui a le bras long, voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un au niveau culturel qui sillonne. Et en fait, on a dit non, on fait une rupture de contrat, on peut pas. Donc, on peut pas être traité comme ça, quoi. Et c'est pour ça qu'on est un peu intransigeante aussi. Et je pense que c'est notre formation aussi Je pense qu'on est un peu entre deux choses, artistes. En fait, on n'aime pas se définir, je pense. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.